Donc, petite introduction. Florent, il a un background en biologie végétale qui est quand même très intéressant. Je pense que ça se ressent un peu dans son travail aussi. Et donc, c'est en 2018 qu'il s'est formé au graphisme. Et depuis, il crée des projets personnels d'infographie et de cartographie qu'il nous montrera sûrement. Et il fera une présentation qu'il a appelée DataViz, comment se démarquer. Florent, c'est à toi. Je te laisse la main sur les écrans. Merci beaucoup. Alors, je lance la présentation, du coup. S'il te plaît. Ouais. Donc, le temps que tu te lances, je fais juste une toute petite parenthèse. Comme d'habitude, vous avez un chat. Donc, normalement, il y a un tout petit bouton quelque part en bas à droite. Et pendant toute l'intervention de Florent, vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez. Et moi, je les reprendrai à la fin de son talk qui durera à peu près 20 minutes. Et comme ça, vous pourrez avoir les retours à tout ce qui vous interroge. Oh, ok. Ah, cette fois, ça marche du premier coup, génial. Impeccable. Super. Je me mets en mute et c'est à toi, Florent. Et là, on est bon. Super. Eh ben super. Eh ben, merci, Evelina. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. C'est, pour être très honnête avec vous, c'est la première fois que je me donne à ce type d'exercice. Un webinaire, je pense le meet-up, on peut appeler ça un webinaire. Alors, effectivement, je m'autoproclame data artist. Donc, c'est quelque chose de très antinomique. La data d'un côté, l'art de l'autre, le tangible d'un côté et comment dire, le subtil, le subjectif de l'autre côté. Je n'ai pas la prétention de dire que j'excelle dans l'art de mélanger ces deux choses qui sont de prime abord très différentes. Mais en tout cas, j'essaie depuis quelques années maintenant de concilier ces deux choses et de faire de la data vise, de proposer de la data vise un petit peu différente. Donc le titre de ma présentation, il est un peu prétentieux. DataVis, comment se démarquer, un peu comme si j'avais une réponse concrète à vous donner. Évidemment, ça n'est pas le cas. Comment se démarquer? Moi, personnellement, j'essaie de me démarquer depuis que j'ai commencé. J'essaie de développer des techniques visuelles pour séparer mes travaux de ceux des autres. Et évidemment, potentiellement, on a tous cette capacité à nous, on a tous une expérience personnelle qui fait que, en creusant un petit peu, en faisant un peu d'introspection, on peut assembler un certain nombre de toutes nos expériences, un certain nombre d'affinités qu'on a pour certaines choses et pas d'autres. On se crée comme ça une identité visuelle, un style graphique, et c'est ça qu'on applique sur nos infographies et qui fait qu'on les rend un peu plus uniques. Juste, bon, pour cette slide d'introduction, j'ai choisi un travail de cartographie que j'ai fait récemment, qui, je pense, symbolise bien là où j'en suis actuellement en termes de style. Donc, c'est assez spécifique. Moi, j'aime bien les gradients de couleurs assez harmonieux comme ça. J'aime beaucoup les textures. Je me suis rapidement pris de passion pour la texture dans l'infographie. Je trouve que ça apporte de l'intérêt visuel. Là, vous pouvez un petit peu le voir sur ce visuel-là, qui d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'île principale d'Hawaï. C'est le volcan île principale de l'archipel d'Hawaï. Et présenté sous une forme un petit peu atypique, au lieu de montrer la topographie normale, j'ai discrétisé en fait différents niveaux de topographie et je les ai empilés les uns sur les autres, dans un sens. Je me suis cette fois aidé d'un programme 3D qui s'appelle Blender pour faire des effets un peu plus réalistes. Mais bref, tout ça pour vous montrer que c'est à peu près là où j'en suis. J'essaie de tendre vers un bon équilibre en termes de style graphique. Et
c'est là où j'en suis aujourd'hui et je suis absolument certain que j'ai pas atteint cet équilibre et que je vais continuer à chercher. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on on va évoquer ensemble 4 principes que moi, j'applique quand je fais du travail infographique, cartographique aussi. Je mets la cartographie un petit peu dans la data viz aussi parce que c'est quand même aussi des données qui sont utilisées, des données géographiques effectivement, mais ça reste de la donnée tangible qui est retranscrite sous forme visuelle. Et donc, je vais commencer par la curiosité. Donc, je vais un peu partager en fait mon expérience pendant cette présentation. Il faut dire comment, pour moi, ça se déroule depuis que j'ai commencé il y a environ 4 ans. J'ai commencé avec vraiment cette curiosité avide d'apprendre des nouvelles choses dans ce milieu. Je sors voilà, de recherche scientifique. C'est un milieu qui peut être parfois un petit peu approché comme étant rigide. Il y a vraiment, c'est évidemment nécessaire. Il y a beaucoup de directives à respecter. Quand on est dans un labo, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut porter des blouses pour ne pas contaminer ce qu'on a sur la paillasse, etc. Voilà. Donc, c'est assez loin de ce qu'on peut imaginer quand on fait quelque chose de plus artistique où on n'a plus de liberté en quelque sorte. Et quand j'ai commencé, moi, je me suis très très vite pris de passion pour les travaux de quelqu'un qui s'appelle Frédérica Fragapan. Alors, pas de droit d'auteur, j'ai vérifié sur son Behance, on a le droit de télécharger ces images, donc pas de problème. Je me suis vite demandé, quand j'ai vu ces travaux à elle, j'ai adoré. Comme ça a été une espèce de coup de foudre. Je me suis très vite demandé pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce qu'elle présente, ce qu'elle propose? Je comprenais pas au début. Je trouvais que ça avait une forme c'était très aérien, c'était presque poétique, en fait, ce qu'elle proposait. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, en analysant un petit peu plus profondément, en regardant vraiment en détail ces infographies, qu'il y a ce petit grain qu'elle ajoute, ce petit grain blanc là qu'elle ajoute. Elle utilise aussi des procédés de transparence, d'opacité. Elle utilise des gradés de couleurs, des formes qui évoquent des animaux, des choses organiques, par exemple des coquillages. Ça fait donc, c'est son identité visuelle à elle. Et je me suis ensuite demandé comment est-ce que je peux recréer quelque chose de similaire. Alors évidemment, pas faire un copier-coller, ce serait pas très utile, mais au moins essayer de décortiquer son travail à elle et les procédés qu'elle utilise et essayer de les reconstruire en fait moi-même avec mes connaissances sur Illustrator, voilà, sur les logiciels de graphisme classiques. Mais ça demande, pour faire ça, ça demande des connaissances en premier lieu de ces programmes. Et ça prend beaucoup de temps, ça je vais y revenir après. Mais recréer un style graphique, recréer par exemple certains éléments des styles graphiques d'autres designers et mélanger tout ça, faire des micmacs comme ça, créer différentes combinaisons, c'est ça en fait qui va vous permettre au bout d'un moment de développer votre propre identité visuelle et vous séparer des autres. Et évidemment, ça demande ça demande du temps, ça demande de savoir faire des recherches sur Internet pour trouver des bonnes ressources, pour apprendre les logiciels qui vont ensuite vous apprendre à vous permettre de recréer ces infographies avec votre style personnel. Les ressources qu'on peut utiliser, c'est les guides utilisateurs, c'est tout bête, hein, mais c'est la base de la base. C'est là où vous trouverez l'information brute de chacun de ces logiciels. Vous pouvez regarder des tutoriels sur YouTube, vous pouvez regarder des workshops, etc. Attention, évidemment, aux gouffres temporels que sont les chaînes YouTube. Il faut savoir sélectionner aussi, évidemment, vous trouverez les sources plus fiables que d'autres, comme partout. Je vais ensuite passer à la rigueur, je vais essayer d'aller peut-être un tout petit peu plus vite. On parle d'anarchie, on parle d'ordre, on parle voilà, de ces choses qui semblent opposer les unes aux autres.
dans la data viz telle que moi je la conçois, il faut avoir une certaine rigueur sur plusieurs aspects. D'abord, il faut respecter certaines règles, évidemment. On ne peut pas proposer une infographie avec juste un petit nombre d'observations et ne pas avoir de légende, par exemple. Sinon, on passe complètement à côté du sujet, puisqu'on n'explique pas du tout ce que l'audience Florent, tu t'es mis en mute. Je sais pas ce qui s'est passé. Petit moment de suspense. Ouais, pardon. Ah oui, ça y est, t'es de retour. Ça vient juste d'arriver, ça fait pas 10 minutes que je parle Non, 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 d'arriver. Non. t'inquiète, je t'aurais pas laissé Ok, parler pas longtemps. Non, non, non. C'est juste, ça a coupé quand tu as switché sur en briser d'autres, il me semble. ok, d'accord. Ok, vous m'entendez bien? C'est bon? Evelina? Oui, oui, Ouais, oui. ok, pardon. Je te faisais signe, mais je passais plus par Ouais, moi, en je suis fait. en plein écran là. Ok, Euh, vas-y, vas-y. donc, briser d'autres règles. Donc ça, pour le coup, c'est le sujet de ce soir. Briser d'autres règles. Alors, qu'est-ce que ça implique? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. J'ai pas montré une infographie de lui parce que j'étais pas certain des droits d'auteur. Mais Kirel Benzi, pour ceux qui connaissent, c'est un data artiste pur et dur. Il est beaucoup plus, selon mes termes à moi, il est beaucoup plus. T'es arrivé à la même chose avec ton micro. Ok, c'est bon? Ok. Je vais peut-être rester. Je vais pas mettre en plein écran au cas où ça recommence. Bref, donc je disais Kirel Benzi qui lui propose des infographies qui sont purement visuelles où il n'y a pas de texte du tout. En fait, ce sont des sortes de bouquets de fleurs. En fait, ça ressemble à des bouquets de fleurs. Il collecte des grandes quantités de données et il les retranscrit sous forme comme ça de réseaux qui ressemblent à des choses très organiques. C'est magnifique, c'est bourré de couleurs. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça arrive chaque minute, le micro se met off. Bref, euh, c'est euh, c'est vraiment très joli à voir et c'est très riche visuellement. Ok. Et donc, ce que permet Kirel, c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun dans la data vis, évidemment. On pourrait penser que la data vis classique, c'est quelque chose. La data vis, c'est quelque chose qui peut être un petit peu rigide, où il y a des conventions très spécifiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour prendre mon exemple à moi ici, donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est une infographie euh, qui montre donc les quantités de plastique qui sont émises par pays, où au lieu d'utiliser des couleurs, par exemple, définitives, genre juste une seule couleur pour chacun des éléments, je préfère appliquer une petite texture, un petit grain, des petits dégradés de couleurs aussi. J'essaie de faire ça de façon assez subtile, mais à mon sens, voilà, c'est ma façon à me rapprocher un petit peu, voilà, d'ajouter des petits procédés artistiques comme ça et qui me permettent de rendre mes visuels un tout petit peu plus originaux. Et le dernier point que je voulais aborder concernant la rigueur, c'est pas forcément très
est lié aux 2 points précédents. Mais si vous avez forcément un portfolio, vous avez probablement un portfolio où vous montrez vos projets à vous. Ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est que j'essaie d'améliorer ma capacité d'autocritique, c'est-à-dire de me forcer à identifier ce qui marche pas ou ce qui marche moins bien dans certains de mes projets et ne sélectionner que ceux qui marchent bien. Et avoir cette capacité donc d'identification donc des petites choses qui fonctionnent mieux que d'autres, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps, évidemment, et c'est appréciable. Donc ensuite, la résilience en troisième principe. Donc ça englobe un petit peu les deux premiers principes. Hein. Je vais faire plein de la palissade. Là, je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais ça remet de patience, évidemment. Tout à fait, voilà, tout à fait évident. Mais on a tendance parfois à penser que les choses peuvent arriver très rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Tout est rapide, tout doit arriver euh, presque instantanément. L'idée là, c'est que même sur le court terme, en fait, et ça, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer à ça. Vous avez des vies de famille, vous avez aussi probablement peut-être un travail à côté. Mais l'idée que même quand il s'agit de créer une seule infographie, si vraiment vous... En tout cas, c'est la façon dont moi j'approche les choses, c'est je ne vais pas hésiter à passer plusieurs jours de plus à travailler sur une infographie si je sens que ce que j'ai fait, c'est bien, mais ça n'est pas complet et que ça demande un petit peu de travail en plus. Je pense que sur le long terme, en fait, ça se manifeste de façon positive. Et plus sur le moyen et long terme, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'identité visuelle, c'est aussi quelque chose de très long. Vous allez passer du temps sur les logiciels à apprendre les techniques, à apprendre les interfaces, à apprendre voilà, les menus, les icônes, tous les outils à utiliser sur Illustrator, Photoshop. Tout ça, c'est relativement long. Si vous le pouvez, passez un peu de temps parfois, faites un petit break et prenez le temps, par exemple, voilà, quelques jours sur un logiciel en particulier, voire même une technique en particulier que vous souhaitez maîtriser, par exemple, les masques sur Photoshop. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec Photoshop, mais moi, les masques, c'est quelque chose dont je comprenais rien quand j'ai commencé. Je n'en comprenais pas le concept, en fait, fondamentalement. Et une fois que ça a été le cas, depuis, je m'en sers systématiquement parce que c'est un atout majeur, en fait, dans mon processus créatif. Ensuite, je reviens à ce que je disais avant sur la critique et l'autocritique, en fait. Accepter la critique, ça paraît assez évident aussi, mais non seulement l'accepter, mais aussi la promouvoir, enfin la promouvoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de feedback, si vous n'avez pas de commentaires de qui que ce soit sur non seulement votre progrès dans un projet, mais ensuite sur votre projet une fois qu'il est publié, bah, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous ne saurez pas, si vous n'êtes pas extrêmement bon dans la capacité de savoir ce que vous faites bien et ce que vous faites moins bien, ça va pas vraiment vous aider. Et donc, il faut, voilà, ça c'est pareil, il faut aller sur les réseaux sociaux et demander, vraiment faire ce geste d'encourager encourager la critique bienfaisante. Et évidemment, voilà, le lieu commun des lieux communs, ne pas se décourager, c'est assez facile de se décourager. On propose un projet et qui se vote en fait, qui fait pas voilà, qui fait pas de vue, qui manifestement ne marche pas pour une certaine raison, c'est pas pourquoi. Voilà, on peut se dire bon ben quoi bon, j'arrête quoi. À l'inverse, il faudrait plutôt prendre ça comme sortir plus fort de ça et se dire que c'est pas grave, on va reprendre dans le projet suivant les mêmes principes et on va essayer d'améliorer un peu le tout et on verra comment ça marche.
Voilà. Et donc, rapidement, le dernier point, parce que je pense que je suis en train de, je sais pas, de pulvériser mon temps, je sais pas. L'épanouissement, ça, c'est la partie vraiment fun. C'est l'idée qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi, quand on fait de l'infographie. C'est super intéressant de partager ces infographies, de voir qu'elles sont appréciées, hein, et de voir aussi que les gens en apprennent des choses. Euh, les messages qu'on souhaite délivrer sont pertinents. Euh, Quelque chose que moi j'ai observé personnellement, c'est que quand je traite des sujets qui me parlent personnellement, c'est-à-dire voilà, je suis un ancien scientifique environnementaliste. Ouais, je faisais des sciences environnementales et voilà, plus spécifiquement la biologie des plantes. Et quand je fais par exemple, je propose une infographie sur l'extinction, la distribution des plantes éteintes à travers le monde, ça me fait pas marrer, quoi. C'est presque même enrageant à certains moments. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'idée là, c'est d'essayer de canaliser les émotions négatives que l'on a, les retranscrire ensuite dans les infographies euh, par les procédés artistiques. Et donc, par exemple, là, comme je le fais, là, c'est pas les plantes éteintes, c'est plutôt euh, ça va plutôt être sur l'augmentation du niveau des mers pour chaque pays d'ici à 2100. Et l'idée, ça a été de contrebalancer la dureté, la brutalité des données en fait brutes par les émotions que ça évoque en moi. Et la façon dont j'arrive à faire ça, c'est que je vais sur Photoshop. C'est mon outil principal, hein. Je parle de Photoshop depuis tout à l'heure. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, Illustrator, ça marche sûrement un peu mieux. C'est plus voilà, le logiciel de travail vectoriel, c'est quand même très pratique pour créer des infographies. Mais sur Photoshop, justement, euh, on va à mon sens, un cran en avant parce que c'est ça qui permet de créer des filtres qui vont permettre de faire ces petites textures subtiles. Là, il y a quelque chose qui ressemblerait presque à des couleurs aquarelles sur cette infographie-là. Et ce que je veux dire là, en fait, c'est que voilà, j'essaie de contrebalancer toutes ces émotions négatives qui sont élicitées par la brutalité des données avec des éléments stylistiques comme ceux que vous pouvez le voir ici. Et évidemment, ça implique de passer beaucoup de temps à expérimenter. Donc, encore une fois, cette notion tout prend du temps, hein, évidemment. Tout demande de la patience. Expérimenter, ça, vous pouvez gagner un petit peu de temps à chaque nouveau projet que vous faites. Vous créez vous modifiez un tout petit peu votre processus créatif, au sens où vous allez vous forcer à essayer une nouvelle méthode, par exemple, ou quelques nouveaux filtres sur Photoshop, quelques nouvelles combinaisons. La plupart du temps, ça va être frustrant parce que ça ne va pas marcher, ça va être moche, mais parfois, vous allez retrouver quelque chose, vous allez trouver une nouvelle petite texture qui vous plaît et vous allez l'incorporer à ce que vous savez déjà, à ce qui vous identifie déjà visuellement. Et ça va vous permettre de progresser encore un peu plus et ça va vous mener encore un cran un peu plus loin vers cette idée d'équilibre en fait que vous recherchez sans doute tous en tant qu'infographiste. Cet équilibre que je dirais, je ne vais pas aller trop loin dans la description de ce que je pense comme étant équilibre comme étant le thème de ce meet-up, mais ça peut avoir plusieurs facettes, mais pour moi, l'équilibre, c'est, en tout cas, pour mon travail, moi, c'est trouver un juste milieu, en fait, entre la nécessaire rigidité des données qu'on utilise
avec la flexibilité en fait des éléments artistiques qu'on peut utiliser pour rendre les visuels plus intéressants. Et évidemment, pour finir, on s'épanouit parce que on partage nos infographies avec les autres apprennent de nos travaux. Là, je suis en train de partager avec vous, donc ça contribue aussi à tout ça. Voilà. Et là, j'ai calé encore un de mes projets de cartographie pour faire le malin. Ça symbolise encore une fois un petit peu le niveau où j'en suis en termes de développement de mon identité. J'aime bien voilà, cette idée de superposer les couches d'informations les unes sur les autres, comme ça, après c'est en 3 dimensions, comme on peut le voir là. Ça, c'est de la topographie, c'est juste, c'est un, comment dire, c'est une carte topographique d'élévation d'un parc national aux États-Unis, où vous voyez simplement le terrain. Là, c'est juste le terrain qui est représenté. Mais au lieu que ce soit sous forme vraiment de terrain comme on peut l'imaginer, j'ai plutôt discrétisé tous les 300 mètres, je crois, j'ai discrétisé chaque couche. Je les ai empilées les unes sur les autres sur Blender et c'est parti. Et j'ai terminé, voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit canon d'eau et on passe à vos questions. Merci. Super, bah merci Florent. Moi, j'ai plein de questions qui font pas mal de référence à ce que vous avez déjà demandé dans le chat aussi. Donc, je vais commencer par ça. Et en attendant, vous avez le temps de les écrire de préférence dans le chat. Comme ça, je peux regrouper les questions qui se ressemblent et les poser en même temps. Donc, moi, j'ai un groupe de questions pour commencer qui sont des questions, je vais dire, existentielles ou en tout cas pas très faciles. Donc, la première partie, c'est inspiration. J'aimerais que tu développes un tout peu plus sur où tu trouves l'inspiration, quel est ton process. On sait que Federica, elle parle souvent de nature et de plantes, et toi aussi, tu l'as un peu mentionné. Quand tu as un nouveau projet, comment tu te dis, je vais aller chercher de l'inspi pour mes designs très, très avancés? Comment tu fais? Ouais. Eh ben, alors déjà, j'ai un socle, en fait, comme je disais, qui est la science environnementale, un intérêt naturel pour les plantes. Voilà, j'aime bien les plantes. C'est pas compliqué. Je trouve, voilà, je trouve une certaine forme de poésie dans la forme des plantes, des fleurs. Je trouve ça vraiment magnifique et ça m'inspire, hein, franchement. Donc ça, c'est déjà une base sur laquelle j'aime bien me poser. Je sais que Federica fait ça aussi. Elle aime bien travailler avec des formes organiques. Mais pour ensuite, si on veut rajouter un haut de niveau d'inspiration supplémentaire, généralement, ce que je fais, c'est quelque chose que je fais tous les matins, en fait. Tous les matins, avant de commencer à travailler, je passe 20 minutes sur Behance. C'est tout bête, hein. Et sûrement qu'il y a plein de gens qui le font déjà et qui l'ont fait avant moi. C'est que voilà, j'ai des followings sur Behance, je regarde leurs travaux, je regarde ce qui m'est suggéré un petit peu. Et puis, ouais, behance.net, c'est une plateforme pour proposer, pour partager ses projets. Et je trouve ça assez efficace, même si, comment dire, à court terme, quand on tombe sur quelque chose qui nous plaît vraiment, on trouve ça super beau et on a envie de le répliquer instantanément. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense que ce qui marche mieux, c'est un petit peu de travail tous les jours. C'est être consistant, le faire day in, day out, donc chaque jour de la semaine. Il y a plein de questions qui défilent, ça me Oui, perturbe. t'inquiète, ne t'en fais pas, je gère. T'inquiète, t'es pas obligé de regarder. Bon, mais enfin, pour finir, Ce que je me suis toujours demandé, c'était, je pense que les gens dans le public, ils vont s'identifier avec ce que je vais dire. Si jamais c'est pas le cas, vous me dites et j'arrête. Mais je pense qu'il y a côté inspiration, donc on se dit, il y a cette forme peut-être qui peut être intéressante, il y a ça qui peut marcher. Et ensuite, traduire ça côté technique, que ça soit dans Photoshop, Illustrator ou à la main ou autre, c'est pas toujours évident parce que moi, ça m'est arrivé tellement de fois où je me dis, je vais telle chose, ça va être incroyable. Et puis quand je mets dans l'outil, ça ne marche pas du tout. Et à part passer 30 jours à essayer, ce qui n'est pas toujours rentable,
C'est assez difficile. Donc, dites-nous dans le chat si ça vous est déjà arrivé aussi, ou si je suis la seule. Donc, je suis assez curieuse sur le côté technique, mais tu as l'air de dire que je suffit de répéter et de tenter à chaque fois une nouvelle technique. Ça peut déjà aider. Et donc, quand tu charges des jeux de données, est-ce que tu préfères les créer toi-même ou les télécharger des institutions un peu publiques qui les mettent à dispo? En général, je les récupère, les jeux de données d'articles scientifiques. Donc ça, je sais que c'est pas, je ne sais pas si c'est commun, mais en tout cas, je trouve que c'est une des méthodes les plus efficaces parce que très souvent, on ne sait pas forcément, mais les articles scientifiques, donc, ce que je dirais, la source de la source, en fait, c'est ce que font des chercheurs très en amont, que nous, ensuite, on apprécie quand on est sur un site spécialisé de vulgarisation scientifique, ou alors, voilà, même quand on parle du Covid, il y a plein de chercheurs qui font du travail en amont et qui publient ces travaux. Et quand ces travaux sont en libre accès, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ils sont en libre accès, en général, il y a aussi les fichiers Excel qui sont dispo. Alors par contre, des fois, c'est un peu dégueu, c'est mal organisé. Donc, C'est il trop faut beau. passer un petit peu de temps en plus pour mettre tout ça en ordre. Euh, il y a aussi un site, alors si vous voulez une référence concrète, qui s'appelle ourworldindata.org. Pardonnez l'accent. Je l'écrirai .org ou .com? .org. Oh, Ourworldindata, ouais, c'est ça. oui, C'est ça. donc. C'est une super référence parce que c'est un super site parce que c'est hyper bien référencé, c'est super bien foutu. Il y a des dizaines et des dizaines de références à des vrais papiers scientifiques, des trucs fondamentaux, vraiment des faits très très tangibles. Et il y a pas mal de sujets très intéressants qui sont traités. C'est très axé science quand même, mais c'est une bonne ressource. Ok. Est-ce que tu penses que tout type de données peut être traité de façon artistique comme tu fais d'habitude? Par exemple, un dashboard financier? Un dashboard financier? Bah, je dirais oui. Par contre, ça va dépendre de l'appréciation des personnes qui vont recevoir l'infographie, en fait. Si, si les personnes ne sont pas réceptives à cette injection d'art dans leurs infographies, ça va pas marcher. Par contre, euh, si ta question c'est purement est-ce qu'on peut transformer n'importe quel sujet d'infographie en quelque chose d'artistique, voire ouais, je pense que oui, c'est possible. Tout d'abord, tu me diras dans le chat si c'était la bonne direction pour la question. Et donc, on a aussi deux questions sur les clients. Donc, la première, c'est quel genre de client peut te demander des projets un peu artistiques, un peu avancés comme ça? Très bonne question. Alors, je vais vous donner l'analyse que j'ai de mon expérience depuis 4 ans maintenant. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai presque jamais fait de travail infographique pour mes clients. C'est presque que du travail d'illustration. Euh, je, euh, je pense que j'ai presque jamais dit à personne, en fait, ça. Mais mon analyse de ça, en fait, c'est que euh, très rapidement, quand j'ai commencé les infographies, j'ai essayé d'appliquer quelque chose de tellement différent de ce qui pouvait être trouvé, en fait, euh, notamment sur Behance, parce que j'ai vraiment toujours été sur cette plateforme-là. Euh, je pense que les gens qui venaient me proposer des petits contrats de quelques semaines, en fait, ils étaient plus intéressés par le style lui-même que ce que je faisais avec des données, en fait, parce que c'était du travail illustratif qui pouvait être tout et n'importe quoi, hein. Très franchement, ça pouvait être très, très loin de l'infographie. C'était plus, pour le coup, du travail artistique qu'autre chose, des fois. Euh, voilà, donc je serais pas un bon exemple, je serais pas une bonne référence, en fait, pour vous dire ce qu'il faut faire pour attirer des clients et pour qu'ils vous proposent de faire de l'infographie pour eux, par exemple.
Ok, parce que quand tu disais que parfois ça te prend plusieurs jours de plus pour avoir vraiment un rendu presque parfait, je me suis demandé comment tu le pitches au client, parce que ça m'arrive souvent à ce qu'on me contacte en disant j'ai besoin d'une infographie et ça te prendra une journée de travail. Et moi, je Ouais, leur réponds que c'est pas comme ça non, que ça fonctionne, non, mais non. c'est assez difficile comme négo. Non, non, c'est pas. Je suis complètement d'accord, c'est pas possible. Je parlais. J'aurais dû être plus clair. Je parlais simplement de mes projets à moi, hein. Ok. Je m'impose moins de contraintes temporelles que je le ferais avec des clients. Hmm. Ok, super. Je pense qu'il nous reste une question qui n'a pas encore été couverte dans le chat. Donc, si vous en avez d'autres, c'est le dernier moment. Il y a quelqu'un, Ralitza, qui te demande. Non, c'est pas Ralitza. Ah non, il y a deux questions qu'on a ratées. Alors, donc une sur le côté encore client et identité visuelle. Comment tu réconcilies ton style à toi avec l'identité visuelle du client? Ça, c'est pas facile parce que on a tendance à vouloir, même presque inconsciemment, parfois, à vouloir retranscrire sa propre identité à soi dans celle du client qui est déjà existante. Et ça, c'est conflictuel. Et donc, faut trouver un bon compromis, en fait, et faire accepter au client que quand même, on maîtrise les outils qu'on utilise. Euh, et qu'il faut qu'il nous fasse confiance. Par exemple, allez, exemple, je fais du travail cartographique en ce moment, où je dis à mes clients, moi, quand même, je dirais qu'il faut qu'on arrondisse un petit peu les contours des rivières, des lacs et tout ça, parce que ça simplifie un petit peu le design et ça rend les choses un peu plus digestes. Et le client est d'accord parce qu'il se dit, bon, le mec, il sait ce qu'il fait, donc on lui fait confiance. Par contre, quand l'identité visuelle du client elle est déjà existante et bien arrêtée, il faut s'y plier, quoi. Ok. Donc, pour rebondir sur le côté géographique des choses, quel est, à ton sens, le potentiel plutôt artistique des données géographiques? Ah bah, c'est super comme question parce que je fais presque en ce moment que du travail cartographique, justement. Euh, je travaille avec un programme qui s'appelle QGIS. Je ne sais pas si la personne qui nous pose la question connaît, mais Je pense, je parierais que oui. ouais. Donc c'est un programme open source. C'est super, super riche. C'est Illustrator et Photoshop combinés, je dirais. Le problème, c'est que c'est pas user-friendly, en fait, je trouve. Et ça donne pas envie. Je ne sais pas si j'ai une idée assez claire de ce que je veux dire en tête, mais je ne sais pas si ça va être retranscrit clairement ce que j'essaie de dire. Mais le fait que les logiciels de cartographie ne soient pas ne, ne soient pas faits pour une utilisation mainstream, en fait, Hmm. ça encourage pas, ça encourage pas l'introduction de l'art en fait dans l'exercice. J'espère que ça a du sens ce que je suis en train de dire. Et de fait, ça rend la cartographie en règle générale encore un petit peu plus rigide en termes des conventions qui sont appliquées. Je sais que ça peut être un milieu qui est un peu rude. C'est ce que j'ai entendu en tout cas, Hmm. où voilà, c'est pas très accepté de faire les choses différemment, quoi. Hmm. Bon, moi, c'est ce que je suis en train d'essayer, on verra si ça marche. Hmm. Ok, Mais super. voilà. Est-ce que, donc, dernier point, et après je t'embêterai sur tes projets du moment pour faire la transition, comme ça tu te prépares. Est-ce que tu as une chaîne YouTube à conseiller sur la data viz? Wow, sur la Tu data vise. Mais peux aussi y réfléchir, on peut mettre ça dans les ressources sur la page du Meetup plus tard si jamais tu n'as pas de réponse. j'aurais, j'aurais- mais alors, c'est un problème que je vais avoir, en fait, c'est quelque chose que j'ai oublié de développer un peu avant. C'était l'idée quand tu me demandais quelles sont mes inspirations. J'allais dire, en fait, qu'il faut surtout, surtout pas hésiter à passer du temps à regarder d'autres choses que des infographies. Et par là, je pense à peu près n'importe quoi. Je veux dire, aller dans des musées d'art, aller même sur des plateformes de design.
vous regardez du taf d'illustration éditoriale ou des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec l'infographie, et vous allez trouver des choses qui sont complètement, qui sont très très loin de ce que nous on fait. Et je dirais que c'est là votre chance, en fait, que vous allez certainement trouver des choses inédites. Et si vous trouvez un moyen de combiner tout ça, en fait, ça va, c'est ça, en fait, qui va vous mettre sur la voie de la l'unicité, je sais pas, mais qui va vous permettre, en fait, de développer votre propre identité, quoi. La chaîne YouTube, j'aurais pas pour la data vis spécifiquement, j'en aurais pour apprendre Photoshop ou des trucs un peu chiants comme ça. Mais... Sinon, je te fais la promo de votre monde. Dans pas longtemps, il y a le cours Domestika de Florent qui sort. Donc, c'est peut-être l'endroit où il faut aller plutôt que YouTube parce qu'ils sortent de plus en plus de cours sur la database de plein de styles différents. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, domestika.org, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, il y a soit moi, soit Lucie. Il y a aussi Database Paris et Meetup sur Twitter si vous voulez nous envoyer des ressources, peut-être qu'on peut partager avec la communauté ou partager des profils des gens que vous aimeriez entendre. Parce que depuis le début de ce meetup avec Lucie, en général, on invite les gens qu'on trouve intéressants et dont on aime le travail. C'est un peu c'est la raison personnelle pour laquelle on a créé ce meetup. Donc, si vous en avez d'autres et vous dites Florent, j'adore, j'aimerais connaître son process et comment il fait ses projets. N'hésitez pas à nous les envoyer. Il y a aussi donc Julie qui reviendra au prochain meetup quand elle se sera remise de ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Data Citron, vous la connaissez déjà si vous êtes avec nous depuis le début, parce qu'elle est intervenue lors du premier meetup, donc maintenant ça date du premier Covid, du premier confinement qu'on a envie d'oublier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et je fais un tout petit dernier shameless plug, donc la petite instant promo. Si jamais vous cherchez à vous améliorer en data storytelling, je lance un cours dans 2 semaines. Il y a plusieurs personnes dans le public qui vont en faire partie. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Donc c'est sur Driven/Parable, notre entreprise, ou juste vous pouvez m'écrire un mail ou me trouver sur Meetup où je suis toujours comme d'habitude depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vois que Joël a levé la main. Donc merci beaucoup à tout le monde. Bon appétit, bon dîner, bonne fin de soirée. Joël, si tu veux encore poser une question, je suis là.